Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux étudiantes en Master 1 de droit privé de l'Université catholique de Lille. Donc Chloé, bonjour Chloé. Bonjour Hélène. Et Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Hélène. Alors notre émission est aujourd'hui consacrée au choix du régime matrimonial par les époux qui désirent se marier, ainsi qu'aux différentes clauses spécifiques qui peuvent s'y joindre. Donc on peut savoir que depuis de nombreuses années, le nombre de mariages a tendance à baisser de manière régulière, ce qui peut être lié à un nombre important de couples vivant en concubinage et également qui se marient de plus en plus tard. Donc il faut savoir que le régime matrimonial doit être le plus adapté possible pour que celui-ci soit le plus protecteur et le plus avantageux possible pour les époux. Et également, chaque cas étant différent, il faut s'adapter à la situation qui nous concerne. Donc si on souhaite rédiger un contrat, il faut le faire avant de célébrer le mariage, c'est bien ça? Oui, donc la rédaction d'un contrat de mariage se fait au préalable, donc avant le mariage chez un notaire. Mais il faut savoir que ce contrat n'est pas obligatoire et que tous les couples qui ne signent pas de contrat de mariage seront automatiquement placés sous le régime légal, donc qui est celui de la communauté réduite aux acquêts. D'ailleurs, peu importe le régime matrimonial choisi, il y a des règles de base qui s'imposent à tous les époux. Ça s'appelle le régime primaire. Donc, comment s'organise la répartition et les charges du mariage? Donc, les deux époux vont participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Donc, c'est le terme juridique que je viens d'employer, c'est-à-dire proportionnellement à leurs revenus. Cela signifie que si l'un des époux a des revenus 2 fois supérieurs à l'autre, il y contribuera alors 2 fois plus. Et ensuite, concernant le logement de la famille, quelles sont les règles applicables? Alors, pour faire un acte de disposition ou de gestion concernant le logement de la famille, il faudra le consentement des deux époux, ce qui est une protection assurée au conjoint en fait. Ça signifie que même si un seul des époux est propriétaire du logement familial, il ne pourra le vendre sans l'accord de son conjoint. Ça peut être une atteinte au droit de propriété. Et pour ce qui est du devoir de secours entre époux alors? Le devoir de secours entre époux, c'est une mesure d'ordre moral et matériel, donc qui est amenée à se manifester dans des situations conjugales, notamment si l'un des époux tombe malade. Et tant que les époux s'entendent, en réalité, le problème ne se posera pas. Et pour terminer, en cas de crise, on pourra se retourner vers le juge pour prendre des décisions un peu plus drastiques si l'un des époux met en danger le couple. Donc vous venez d'évoquer les règles du régime primaire qui s'applique en effet à tous les régimes. Le régime de communauté réduite aux acquêts est donc celui choisi par la très grande majorité des Français. Comment s'organise-t-il? Alors dans ce régime, tous les biens achetés et tous les revenus acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux constituent une masse commune, mais chaque époux peut conserver la propriété de certains biens appelés biens propres. Donc les biens propres, ce sont les biens que possédaient les époux avant le mariage, les biens reçus par donation ou par succession, ou encore les biens achetés avec le produit de la vente d'un bien propre ou en remploi d'une somme d'argent reçue par donation ou par succession. Alors dans ce régime subsistera toujours une présomption de communauté, c'est-à-dire que le bien sera toujours considéré comme appartenant aux deux époux si on ne peut pas prouver qu'il est propre. Du coup, l'époux qui revendique la propriété exclusive d'un bien devra alors le prouver. Donc, si je comprends bien, on sépare les biens de chacun des époux reçus avant le mariage, que ce soit donc ceux reçus en donation ou en héritage, ce sont des biens propres, et tous les achats réalisés au moment du mariage, ce sont des biens communs. C'est ça, mais attention, il n'y a pas que les achats. Pour ce qui est des dettes, elles sont aussi communes. Alors ce régime est particulièrement bien adapté aux couples dont l'un des conjoints n'exerce pas d'activité ou alors une activité peu rémunératrice, pour les couples qui possèdent peu de patrimoine ou tout simplement aux couples animés d'un esprit communautaire. Alors pour venir compléter ce que vient de dire Mathilde, ce régime est notamment déconseillé aux époux dont l'un des époux exerce une activité indépendante, car en cas d'impayé, les créanciers d'un des époux peuvent saisir les biens propres, mais également les biens communs. Et donc le régime conseillé aux époux exerçant une activité indépendante serait plutôt celui de la séparation de biens.
dont on entend d'ailleurs de plus en plus parler. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, le régime de la séparation de biens est, comme son nom l'indique, un régime séparatiste. C'est-à-dire que les époux vont continuer de conserver leurs biens propres comme avant le mariage. Il n'y a pas vraiment de communauté en fait, juste une masse commune appelée bien indivis qui permettra de contribuer aux charges du mariage, comme par exemple de contribuer aux courses. Donc cette masse commune doit être moindre comparée aux biens propres détenus par chacun des époux si on veut que ce régime soit efficace. Ah oui, donc si je comprends, le régime peut s'avérer dangereux s'il est mal appliqué. C'est ça. Et du coup, il faut vraiment être rigoureux. Et comment s'y prendre pour organiser cette répartition, justement? Alors, la plupart du temps, il est conseillé de tenir un livre de compte dans lequel tout est répertorié et qu'il faut donc régulièrement mettre à jour. Alors, comme je le disais, effectivement, ce régime est plutôt conseillé aux entrepreneurs ou alors aux professionnels libéraux, puisque les biens étant séparés, les dettes aussi. Donc, en cas de difficulté financière, le patrimoine du conjoint sera alors séparé du patrimoine de celui qui exerce la profession à risque. Les créanciers professionnels se serviront dans les biens propres du conjoint concerné uniquement. Les biens propres de l'autre époux seront alors protégés. Donc, peu importe le régime matrimonial choisi, finalement, des clauses peuvent agrémenter ce contrat de mariage. C'est ça, des clauses peuvent être insérées dans le contrat de mariage. C'est en quelque sorte du sur-mesure parce que chaque couple est différent, chaque situation est différente. Donc ces clauses s'établissent chez le notaire en fonction de la situation de départ des époux, en fonction de leur projet d'avenir ou de leur profession. Alors, pour prendre un exemple, la clause la plus souvent rencontrée, c'est la clause d'administration conjointe, qui oblige les deux époux à gérer les biens du couple conjointement, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers. Avec ce type de clause, donc une acquisition, une vente ou une mise en location ne peut pas se faire sans l'accord des deux époux. Mais il me semble qu'il y a des restrictions concernant ces clauses. Oui, donc il n'est pas possible d'ajouter par exemple une clause restreignant la gestion des biens uniquement au mari ou à sa femme si le régime matrimonial est communautaire. En revanche, si le couple souhaite effectuer une gestion séparée, il devra se tourner vers le régime de la séparation de biens. Et pour ce qui est de la communauté universelle, ce régime est a priori très rarement choisi par les Français. Comment expliquez-vous cela? Oui, effectivement, donc il est très peu choisi car il est particulier. Les notaires ne le conseillent que très rarement à de jeunes mariés puisque tout est commun. On peut y exclure notamment l'outil de travail ou encore des biens reçus par donation ou succession, mais le principe reste que tout est commun. C'est une option qui en général est gardée pour les changements de régime matrimoniaux, par exemple pour les couples qui arrivent à un certain âge et qui n'ont pas eu d'enfants et qui souhaitent au maximum protéger leur conjoint. Donc souvent les couples mariés sous ce type de régime font intégrer à leur contrat de mariage une clause d'attribution intégrale aux survivants. Donc cette clause permet d'assurer l'avenir du conjoint survivant en lui attribuant la totalité du patrimoine conjugal. Donc d'après vous, ce régime est très protecteur pour le conjoint. Et concernant les formalités? Alors la communauté est attribuée au conjoint survivant sans aucune formalité. Il n'y a pas besoin de rédiger une déclaration de succession puisqu'il n'y a pas de succession d'ouverte. Le notaire doit simplement inscrire au fichier des hypothèques la propriété des immeubles au nom du seul conjoint survivant. Celui-ci sera alors pleinement propriétaire du patrimoine laissé par le défunt. D'accord, eh bien très bien. On a pu voir l'ensemble des régimes matrimoniaux qui s'offrent aux futurs époux désireux de se marier. Donc on reprend brièvement la communauté réduite aux acquits qui est le régime légal, la communauté universelle et également celle très en vogue, la séparation de biens. Donc, et on a également pu voir avec vous, vous nous avez éclairé sur les différentes clauses qui peuvent s'appliquer. En tout cas, merci beaucoup Mathilde et Chloé pour vos interventions respectives, mais très complémentaires. Et à bientôt dans une nouvelle émission À vos droits. Merci de nous avoir accueillis sur votre plateau, Hélène. Merci Hélène, à bientôt.